Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau café marxiste. Donc aujourd'hui on est avec Aurélien Bernier, on est très content de le recevoir. Euh, donc Aurélien, tu as écrit un ouvrage qui nous a semblé très intéressant, qui s'intitule L'énergie hors de prix. Une vidéo importante puisque on va parler de l'inflation en cours et on va essayer d'expliquer d'où elle vient. Donc Aurélien, tu es chargé de mission dans l'environnement. Enfin, en tout cas, tu travailles dans le secteur de l'environnement. Tu es aussi journaliste et essayiste, spécialiste des politiques environnementales. Tu collabores régulièrement avec le monde diplomatique et tu te réclames du courant de la démondialisation, on va dire au sens large. Donc tu as notamment écrit en 2012 Comment la mondialisation a tué l'écologie. Un autre ouvrage plus politique, donc la gauche radicale et ses tabous, pourquoi le Front de gauche échoue face au Front national. En 2018, les voleurs d'énergie, accaparement et privatisation de l'électricité, du gaz, du pétrole. Et en 2020, l'illusion localiste. Donc aujourd'hui, tu sors cet ouvrage, donc l'énergie hors de prix et dessous de la crise. Donc tu expliques dans cet ouvrage que en fait cette crise énergétique elle vient pas de la guerre en Ukraine ou très peu. Donc c'est pas la faute à Poutine comme le disent nos médias ou nos gouvernements. Mais alors peux-tu nous expliquer globalement d'où vient cette crise et pourquoi elle était prévisible? Oui, alors bon, la guerre en Ukraine a évidemment un rôle d'accélérateur, d'amplificateur de la crise énergétique, mais d'une part, la crise démarre avant la guerre en Ukraine. Les premières flambées sur le marché du gaz et de l'électricité dans les premiers pays touchés, c'est au tout début de l'été, voire la fin du printemps 2021. Donc la guerre en Ukraine, c'est février 2022, donc il y a d'autres raisons. Et puis effectivement, cette crise était prévisible. Alors en fait, la première phase de la crise, c'est sur le marché du gaz. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est déjà un échec du marché à réguler le système gazier. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a pendant toute la décennie 2010 des prix du gaz au niveau mondial qui sont particulièrement bas parce que on a de nouvelles offres qui sont apparues sur le marché avec des nouveaux pays producteurs et notamment des pays qui produisent et qui distribuent du gaz liquéfié. C'est-à-dire, contrairement au gaz qu'on transporte par gazoduc, là on liquéfie, on charge sur un bateau, le bateau va à destination et on récupère le gaz à l'autre bout, on le décompresse, etc. Et en fait, ce transport du gaz liquéfié permet de créer un marché mondial. Là où on était limité par les réseaux terrestres et sous-marins, mais enfin, par les tuyaux, là, avec le transport par bateau, on peut envoyer le gaz à peu près partout. Et ça va permettre aux prix mondiaux de converger. Et entre-temps, l'Union européenne a eu l'idée de déréguler le marché du gaz. Et en fait, sur le marché du gaz, auparavant, on avait des contrats de long terme où les importateurs et les compagnies productrices se mettaient d'accord sur un approvisionnement sur 10, 15 ou 20 ans avec une formule qui permettait de déterminer un prix, alors qui n'était bien sûr pas un prix fixe, mais la formule faisait qu'on avait une visibilité sur les prix. Et GDF, par exemple, Gaz de France, avait comme ça des contrats de long terme avec les compagnies des pays producteurs, en Norvège, en Russie, en Algérie. Et pour introduire la concurrence, l'Union européenne a fait en sorte que ces contrats de long terme soient remplacés par des contrats de court terme, où on n'achète plus le gaz sur 10, 15, 20 ans, on l'achète pour le mois qui vient, ou pour le trimestre qui vient, ou pour la semaine qui vient, ou voire même pour le lendemain. Et en fait, ce type de contrat, évidemment, ça fait que les prix fluctuent beaucoup plus.
Parce que quand on a un contrat sur 10 ans, sur des grosses quantités, bon, voilà, le prix va être indexé sur le pétrole, mais globalement, on a de la visibilité. Quand c'est la veille pour le lendemain, voilà, le moindre changement entre l'offre et la demande peut faire baisser les prix ou flamber. Et comme les prix du gaz pendant 10 ans ont été très bas, les investisseurs n'investissaient plus. Parce que les prix ne leur garantissaient pas un retour sur investissement. Et les prix sont restés bas, notamment parce que voilà, les Américains ont produit du gaz de schiste, donc ils ont arrêté d'importer du gaz, et puis après ils ont exporté leur gaz de schiste. Bref, le marché était saturé, donc des prix bas, sauf qu'au moment de la reprise économique après les confinements du Covid, il y a eu une forte demande d'un seul coup, et là, l'offre n'a pas suivi. Donc le prix a flambé, parce que, en fait, le marché, le signal prix qui a été envoyé par le marché, qui était un signal de court terme, parce que le marché sait faire que ça, il ne sait qu'envoyer des signaux de court terme, eh bien, a été incapable de diriger les investissements vers de nouvelles explorations, de nouveaux mises en service de gisement, la construction de nouveaux gazoducs ou de nouveaux terminaux méthaniers. Et donc, boum, le prix flambe. Et en fait, comme l'Union européenne a dérégulé aussi le marché de l'électricité et que cette dérégulation a fait en sorte que le prix de l'électricité était largement indexé sur le prix du gaz, eh bien ça a contaminé le marché de l'électricité. Et on s'est retrouvé avec cette flambée avant, bien sûr, la guerre en Ukraine, et qui s'est accélérée ensuite, mais qui fondamentalement est lié au marché et qui est un échec du marché à donner les bons signaux d'investissement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé donc avec des gens qui ne pouvaient plus payer leurs factures. On l'a vu, des petits commerçants, des boulangers qui se sont retrouvés avec des factures de plus de 400% ou des choses comme ça. C'est ce qui explique donc en grande partie cette flambée des prix, quoi. C'est la libéralisation, la dérégulation, la privatisation, Tout à fait. impulsée par l'Union européenne et mise en œuvre aussi par nos gouvernements. Tout à fait, parce que donc le principe voulu par l'Union européenne et qui est mis en œuvre, c'est que l'électricité, le gaz se négocient comme n'importe quelle autre marchandise. C'est-à-dire qu'avant, on avait des monopoles de services publics qui avaient été mis en place justement contre les abus des groupes privés. Parce que ça, beaucoup de gens l'ont oublié, l'énergie privée, ça a existé. Ça a existé quand on a commencé à développer les premiers systèmes énergétiques, que voilà, les investisseurs étaient les grandes banques, les fonds d'investissement, parce qu'en fait, les inventeurs qui avaient mis en place les premiers systèmes énergétiques avaient besoin de capitaux, ils sont allés les chercher sur les bourses américaines, européennes. Donc, on a des systèmes énergétiques qui sont développés par le privé, pour le privé. Et en fait, qu'est-ce qui se passait ? Les opérateurs privés qui, sur leur zone de production, avaient des monopoles, pratiquaient des prix prohibitifs, desservaient les zones qui étaient rentables, c'est-à-dire les zones où il y avait suffisamment de consommateurs, une densité de population, une densité d'industrie. Par contre, les campagnes, les territoires ruraux, ça, ils n'en avaient pas grand-chose à faire. Et voilà, on avait vraiment des prix prohibitifs et des fois des ententes. On était face à des trusts qui avaient un pouvoir considérable. Et donc, les nationalisations, d'ailleurs les premières commencent sur le continent américain, bien avant les nationalisations européennes. Mais même dès le début du XXe siècle, dans l'État de l'Ontario, on a le premier service public de l'électricité qui se met en place.
Roosevelt démantèle aussi les trusts de l'énergie dans les années 30. On a une nationalisation en Europe dans les années 20, c'est en Irlande. Et puis après, les États comme la France, comme le Royaume-Uni, projettent de nationaliser l'énergie dans les années 30, et finalement, le feront après la guerre. Mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, le monopole public est le modèle le plus répandu, en fait. Et c'est un modèle qui fonctionne. Donc on rappelle, c'est mis en place suite au Front populaire, à la Résistance. Alors le Front populaire, en fait, avait un projet de nationalisation de l'électricité qu'il n'a pas pu mener à bien. Mais ensuite, le Conseil national de la Résistance reprend ce principe et réussit à l'imposer au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une bataille parlementaire avec la droite et aussi avec les socialistes qui, à l'époque, ont freiné les nationalisations. Mais finalement, on crée EDF et GDF. Au Royaume-Uni, on a la création aussi de services publics de l'électricité et du gaz. Un peu plus tard en Italie. Bref, c'est vraiment un modèle qui s'impose. Et donc, évidemment, les libéraux veulent reprendre la main sur l'énergie. Parce qu'à cette époque-là, je reviens juste là-dessus, mais du coup, en gros, entre 1945 jusqu'aux années 80-90, on va dire, on avait une énergie qui était répartie également sur le territoire, qui était à un coût, un bon marché, on va dire, qui fonctionnait correctement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Oui, et on a une logique de service public qui, d'une part, a poussé à mettre en place une solidarité territoriale, la péréquation tarifaire, c'est-à-dire le principe que l'électricité soit facturée au même prix sur tout le territoire, alors que, objectivement, ça coûte moins cher d'électrifier Paris, alors qu'il y a une centrale thermique juste à côté, que d'électrifier la campagne au fin fond des Deux-Sèvres. Donc, on a des mécanismes de solidarité territoriale, on a aussi des mécanismes qui permettent d'optimiser le fonctionnement du système et le coût de fourniture de l'énergie. Et des principes de service public qui considèrent qu'on doit desservir tout le monde pour l'électricité et un maximum de personnes pour le gaz. Et en fait, les libéraux, qui ont évidemment jamais digéré cette nationalisation, à partir des années 70, commencent à essayer de reprendre les choses en main et vont le faire véritablement dans les années 80. Avec le pays qui va expérimenter vraiment la libéralisation de l'énergie, qui est le Chili, sous la dictature de Pinochet. Là, tu montres bien que le Chili de Pinochet, c'est une sorte de laboratoire du néolibéralisme. Alors, on sait que c'est le laboratoire du néolibéralisme, des nouvelles politiques monétaristes, mais on sait moins que sur l'énergie, ça a été vraiment le pays dans lequel on a expérimenté ce qui plus tard va être la libéralisation portée par les institutions européennes. Et donc, alors ça a été théorisé par les économistes de l'école de Chicago, et le principe consiste à séparer la production d'un côté, la commercialisation de l'autre, ces deux activités étant rentables, de garder au milieu le réseau qui doit rester sous forme de monopole, parce qu'évidemment, on ne va pas tirer autant de lignes électriques qu'il y a de compagnies productrices ou de distributeurs. Donc le réseau, en fait, va être mis, mais comme pour la SNCF, au service de la concurrence. Ce qu'on appelle un monopole de fait, c'est ça ? Oui, c'est un monopole de fait, et toute la réforme des réseaux énergétiques va consister à ce que la gestion des réseaux n'entrave pas la concurrence et même la facilite. Et à chaque bout de la chaîne, on va introduire la concurrence. Donc la concurrence à la production et la concurrence à la commercialisation. Et on ne va pas simplement permettre
à des gens qui ont des moyens de production de vendre au consommateur final. On va permettre aussi à des détaillants de vendre de l'énergie, même s'ils produisent rien. Et donc, enfin, c'est comme l'épicier du coin. Bon, l'épicier du coin, il n'a pas d'outil de production, il vend au détail. Bon, mais ça a une utilité, ça c'est sûr. Eh bien, dans l'énergie, on va permettre la même chose, sauf que là, bon, l'utilité est beaucoup moins évidente. Mais on peut avoir des fournisseurs qui n'ont pas d'outils de production, c'est même ce qu'il y a de plus fréquent. Et donc, pour permettre les échanges entre les producteurs et les fournisseurs, et même pour permettre aux producteurs entre eux d'échanger de l'énergie, parce que voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes outils de production, les mêmes besoins, etc. Il peut y avoir des maintenances, des pannes, etc. Bon, on va créer une bourse. Et c'est la loi de l'offre et de la demande sur cette bourse qui va établir le prix de l'énergie. Et évidemment, quand vous êtes un opérateur privé, un fournisseur d'électricité par exemple, et que vous achetez à un prix de bourse, ben, vous n'avez pas envie de perdre de l'argent en revendant moins cher au consommateur final que ce que vous avez payé en bourse. De toute façon, vous ne pouvez pas, sinon vous coulez. Et donc, on change complètement de logique, c'est-à-dire avant, on avait une logique où le service public facturait le coût moyen de la production d'électricité, alors avec des tarifs différents entre les entreprises, les particuliers, et puis avec même un tarif de jour, un tarif de nuit, donc il y avait quand même des adaptations pour faire un système économiquement efficace. Mais là, on change complètement de logique. Vous avez des opérateurs qui vont vouloir vendre ce qu'ils ont acheté en bourse, au moins en faisant un peu de bénéfices, et si possible en faisant beaucoup. Et donc voilà pourquoi forcément les fluctuations en bourse vont se répercuter sur le client. Et elles se sont répercutées en France moins que dans d'autres pays qui n'ont pas de service public, plus de service public de l'énergie, parce qu'en France, comme EDF a encore l'essentiel de la clientèle et produit à des coûts de production intéressants, et qu'on a une régulation encore des prix de l'électricité qui n'a pas été supprimée, eh bien, les opérateurs privés n'ont pas pu faire n'importe quoi. Alors que dans d'autres pays, en Belgique par exemple, les factures, y compris pour les ménages, ont été multipliées par 3, voire par 4, parce que Engie, par exemple, qui a une position qui est le principal producteur d'électricité en Belgique, eh bien, a répercuté les hausses boursières sur les clients. Et donc les gens se retrouvent avec des factures ahurissantes, en situation d'impayés, on leur coupe le courant, ou alors on met en place des systèmes qui sont absolument incroyables, qui sont scandaleux, où maintenant on demande de payer d'avance. C'est le principe des compteurs prépayés, après paiement, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impayés. Eh bien, les fournisseurs privés installent des compteurs à prépaiement, c'est-à-dire que vous payez 100 €, vous mettez 100 € dans votre compteur, et une fois que c'est épuisé, ça se coupe. Voilà. Et tu expliques aussi dans ton livre que cette privatisation et cette libéralisation à marche forcée, elle se fait à partir des années 80, et qu'il y a des coups de semonce permanents en fait, de l'Union européenne pour pousser les États à créer ce grand marché unique de l'énergie au niveau européen. Mais du coup, comment justifie l'UE ce nouveau marché, étant donné qu'avant on avait des systèmes qui fonctionnaient très bien, avec des prix très bas? Comment ils vont pouvoir justifier ça pour imposer cette dérégulation? Alors, l'Union européenne n'a pas de compétences sur l'énergie. Déjà. Alors, ça va être introduit avec le traité de Lisbonne, mais à l'époque où la libéralisation commence, l'Union européenne n'a pas de compétences sur l'énergie. Et donc, ils vont utiliser le droit à la concurrence
en considérant que l'électricité et le gaz, finalement, sont des marchandises comme les autres. C'est-à-dire que dès le départ, on a une position idéologique qui consiste à dire que c'est pas du service public. C'est des marchandises qui relèvent du droit de la concurrence. Et ensuite, alors bon, il faut quand même admettre que les systèmes électriques et gaziers fonctionnaient bien dans certains pays, moins bien dans d'autres. Il y a des pays où c'était un peu plus compliqué. Mais même dans les pays où ça fonctionne bien, au nom de la concurrence, on va obliger à libéraliser, et en faisant, comme d'habitude, miroiter des prix moins chers. Et avec toujours le même argument que le service public est moins efficace que le secteur privé, voilà, parce que le service public est soumis, est plus lié aux décisions politiques, gouvernementales, que le secteur privé, lui, ne l'est pas, et que l'appât du gain va plus motiver les opérateurs privés. Donc je veux dire, c'est les arguments foireux qu'on nous sert pour justifier les privatisations, c'est ça qu'on a servi à l'époque de la libéralisation. Et il faut aussi voir qu'on était à l'époque, globalement en surcapacité en matière d'outils de production, en tout cas dans l'électricité. Et que, voilà, l'argument c'était de dire, comme il y a surcapacité, le marché va faire le tri et permettre d'aller vers les outils de production les plus efficaces. Et en fait, dans un premier temps, voilà, on a eu des prix qui ont plutôt baissé, qu'on a attribué à la libéralisation de façon mensongère, parce que y a d'autres phénomènes qui sont intervenus. Par exemple, on a des découvertes de gisements de gaz en Europe du Nord qui font que on récupère du gaz à bas prix, qui font que des opérateurs vont construire des centrales électriques au gaz, au Royaume-Uni notamment, et ça va faire baisser le prix de l'électricité. Donc les libéraux disent c'est grâce à la libéralisation. Mais en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec la libéralisation, c'est juste parce que on a trouvé une énergie primaire, on a baissé les coûts de l'énergie primaire, donc on a amélioré le bilan économique de la production électrique, mais ça serait resté public, ça serait passé de la même manière. Et par contre, quand on a eu une tension sur le marché du gaz, quand on a eu des tensions, parce qu'il y en a eu déjà par le passé, mais celle de 2001 dépasse tout ce qu'on a connu, là le système ne tient plus du tout, et là les prix flambent, et on a un système qui devient hors de contrôle. Et donc là, en l'occurrence, dans la dernière crise là, de 2021 où les prix ont flambé, quelles ont été les mesures qui ont été prises par nos gouvernements, par l'UE, pour pouvoir essayer de régler le problème et puis pour continuer à justifier que la libéralisation était une bonne chose, alors qu'on voit très bien ce que ça a donné, quoi. Ça a été un peu le sauf qui peut, c'est-à-dire que tout le monde a été pris de court, tous les gouvernements, l'Union européenne ont été pris de court, et dans les premières semaines, premiers mois, le mot d'ordre c'était de dire faut surtout rien faire, parce que ça va se tasser, ça va revenir à la normale. Bon. Ça n'a pas été le cas, donc ensuite il a fallu bricoler des systèmes d'aide. Donc on a supprimé de la TVA, on a accordé des aides, des chèques énergie, des aides aux entreprises. Bref, on y a été à fond perdu. Parce que derrière, ça alimentait juste la bourse de l'énergie. On a sauvé des opérateurs qui n'arrivaient plus à revendre leur énergie compte tenu de l'augmentation des prix en bourse. Bon. Et puis, passer l'urgence, alors tout ça a quand même coûté 600 milliards d'euros aux pays de l'Union européenne sur un peu plus d'1 an. Donc c'est des sommes mais colossales. Et
il a fallu quand même aborder la question de la réforme du marché. Et là, c'est le sujet qui est dans l'actualité européenne aujourd'hui. Et c'est absolument incroyable parce qu'on a un système qui est complètement planté, qui a produit des dégâts considérables, qui a produit aussi de l'enrichissement de certains opérateurs de façon scandaleuse. Par exemple, il y a des gestionnaires privés de centrales électriques qui fonctionnent au gaz, qui avaient acheté leur gaz à l'avance, c'est-à-dire ils avaient souscrit des contrats à terme, c'est-à-dire qu'ils avaient acheté une quantité de gaz pour 1 an ou 2 ans à un prix déterminé avant la crise. Donc ils ont eu du bol, ils avaient du gaz pas cher. Eh bien, ils ont préféré revendre ce gaz en bourse plutôt que de produire de l'électricité. Donc on a des comportements, et ça, je veux dire, c'est documenté, c'est la commission de régulation belge qui a relevé ça, c'est pas juste moi qui le dis. Et ça s'est fait à pas mal d'endroits, et donc des comportements purement spéculatifs et qui ont contribué à alimenter la hausse. Et donc, bon, c'est un échec complet, et face à ça, l'Union européenne dit, bon, il faut revoir le marché de l'électricité. Donc bon, les gens qui sont un peu naïfs par rapport à l'Union européenne se sont dit, ah bah, peut-être qu'on va sortir de ce système boursier et de libéralisation des marchés de l'énergie. Pas du tout. En fait, la réforme qui est en discussion, et voilà, les grandes lignes sont déjà connues, c'est de permettre aux grandes entreprises qui avaient réclamé la libéralisation pour voir leur prix de l'énergie baisser un peu. Ils avaient dit, voilà, il faut en finir avec EDF, avec GDF. Si on privatise, les coûts de l'énergie seront inférieurs, on gagnera un peu sur nos facteurs de production. Donc ils avaient poussé à la libéralisation. Aujourd'hui, voyant les prix qui flambent, ils réclament davantage de visibilité à long terme. Et donc la réforme, ce serait de leur permettre à eux de conclure des contrats de long terme d'approvisionnement et donc d'avoir des prix garantis. Donc on revient un petit peu sur ce qui avait été promu au départ. Exactement, mais seulement les grandes entreprises. Parce qu'après, pour le reste, on va garder le système de bourse de l'électricité, de bourse du gaz. On va faire cohabiter les deux systèmes en fait. Et donc ceux qui auront les moyens de négocier avec les producteurs des contrats de long terme auront droit à un contrat de 10 ans, à tel prix, avec un prix indexé sur l'inflation. Enfin, je ne sais pas quoi, mais en tout cas des conditions où on peut prévoir les prix de l'énergie et des conditions avantageuses. Et les gens comme toi et moi, on subira les fluctuations de la bourse. Donc les prix de gros sont en gros garantis à long terme pour les gros acheteurs, les grosses entreprises, etc. Et par contre, le marché de détail continue à être dérégulé, à subir les fluctuations de la bourse. C'est-à-dire qu'en fait, on va un peu scinder le marché de gros en deux. On va avoir des gens qui auront des contrats de long terme et puis la bourse qui va continuer à fonctionner, où les distributeurs et les producteurs s'achèteront, se vendront de l'électricité en grosse quantité. Donc on aura le marché et à côté des contrats de long terme. Mais par contre, pour les particuliers, pour les petites entreprises, pour ceux qui n'ont pas les moyens de négocier directement avec EDF ou avec Total Energy, on sera soumis à la logique actuelle. On restera soumis à la logique actuelle. Donc en fait, c'est tout changer pour que rien ne change. Et en plus, on a une perversité du mécanisme qui fait que plus on va sécuriser les gros consommateurs, plus on va fragiliser les petits. Parce que le moindre problème en matière de production va se répercuter sur les prix de bourse. Et donc, on aura encore plus de fluctuations. Voilà. Donc c'est un système extrêmement dangereux, d'autant plus que l'Union européenne, alors avec l'alibi de l'écologie,
veut de plus en plus faire payer le prix de bourse aux consommateurs. C'est-à-dire que les prix soient vraiment, les prix à la consommation soient le plus proche possible des prix de bourse. Bon, c'est un principe qu'on appelle la tarification dynamique. Alors après, il y a plusieurs niveaux, ça peut être plus ou moins dynamique, c'est-à-dire que ça peut fluctuer heure par heure en fonction du prix de bourse. Après, ça peut fluctuer tous les mois ou toutes les semaines, enfin on peut imaginer différents pas de temps, mais le principe est celui-là, c'est-à-dire que les prix de bourse vont de plus en plus faire les prix de vente en temps réel. Ce qui veut dire que si à un moment donné à 19h en hiver, le prix du mégawattheure grimpe à 500 €, ça va être facturé 500 € au consommateur. Donc le particulier pourra plus anticiper, prévoir son budget, etc. Ah non, mais c'est déjà en partie le cas, hein. C'est-à-dire que en Belgique, où on avait comme en France des contrats à prix fixe et des contrats à prix variable pour l'électricité, une des premières conséquences de la crise, c'est que les fournisseurs belges ont supprimé les contrats à prix fixe. Donc quand on signe un contrat d'électricité, on connaît le prix du kilowattheure pour le mois pour lequel on signe. Le mois suivant, il change. Et donc voilà, on va aller vers ça. C'est-à-dire un prix à la consommation qui sera plus le reflet des coûts de production lissés sur l'année et sur l'ensemble d'un parc, mais qui sera le reflet de prix de bourse qui changent toutes les heures, tout au long de l'année. Et tu parlais du coup que tout cela est justifié par au nom de l'écologie, de la transition énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quelle façon c'est fait en fait? Comment ils font pour justifier ça d'un point de vue écologique? Ah bah là, en l'occurrence, sur la tarification, le principe est de dire que si on veut réduire la consommation pendant les pointes, il faut que l'énergie soit chère pendant ces pointes pour que les gens réduisent. Bon, ce qui est complètement crétin, parce que bon, quelqu'un qui a les moyens de réduire, qui a les moyens de suivre ce genre de données, qui peut choisir, je sais pas moi, d'installer, de rénover sa maison de fond en comble, d'installer des systèmes performants, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est une très faible minorité de la population. Oui, puis on choisit pas en général quand on consomme, c'est quand on va non. travailler le matin. Alors tu peux soir. choisir de faire ta machine à laver la nuit, bon, mais je veux dire, à 19h le soir en hiver, il faut de la lumière. Il n'y a pas moyen. Il faut se chauffer. Donc la majeure partie de la population n'aura pas le choix et paiera plein pot parce que ils ne pourront pas décaler leur consommation ou ils ne pourront pas investir dans des solutions d'économie d'énergie. Donc il y a une vraie question sociale derrière, voilà, qui n'aide pas du tout l'Union européenne ni les gouvernements. La réponse étant de dire il faudra des aides pour les plus défavorisés. Donc on continuera de subventionner à fonds perdu les impayés d'une minorité de la population, vraiment les très précaires. Mais par contre, pour les un petit peu moins précaires et puis les classes moyennes, les employés, tout ça, là par contre il n'y aura pas d'aide et les factures vont flamber. Et en plus de cette instabilité, de ces prix qui augmentent énormément, que les gens peuvent plus payer, d'ailleurs on voit de plus en plus de gens qui se chauffent pas ou qui se chauffent peu à cause de tout ça, tu me montres aussi que toute cette libéralisation s'est traduite par du démarchage agressif, puisque comme il y a énormément de fournisseurs qui sont arrivés sur le marché, il y a une concurrence féroce en fait entre tous ces opérateurs qui veulent prendre des parts de marché, etc. Et du coup ça les pousse à faire de la fausse publicité, à faire du démarchage agressif, etc. Ça, je pense que tout le monde s'en rend compte aussi aujourd'hui chez lui, quoi. Oui, tout le monde s'en rend compte parce qu'on est appelé tous les 4 matins par des gens qui veulent vous vendre une énergie verte moins chère, voilà. Et
Et en plus, en général, cette énergie, la plupart des opérateurs sont fournis par le même fournisseur, Oui, ou en oui. général Et EDF. en fait, comme EDF a l'essentiel des moyens de production, ils achètent tous l'énergie soit auprès d'EDF, soit en bourse, auprès de quelques autres producteurs privés ou en important d'autres pays. Donc en fait, tout le monde achète au même prix. Et donc le seul moyen de se démarquer, c'est soit de faire un démarchage violent pour racoler le client, soit de proposer des pseudo-services de conseils, de suivi des consommations, en fait, qui sont des trucs qui la plupart du temps servent à rien, et qui font un peu la différence. Donc en fait, c'est un gâchis de temps, d'énergie sans mauvais jeu de mots pour essayer d'attraper le consommateur. Alors avec des pratiques qui des fois sont plus que limites, voire carrément illégales, pour un intérêt qui est nul. Parce que bon, quand on vous annonce 10% d'économie d'énergie, alors déjà c'est sur le prix hors taxe, et c'est uniquement sur la fourniture d'énergie. Or, la facture, il y a aussi le transport, distribution d'énergie, où ça, voilà, ça bouge pas. Il y a la partie taxe qui bouge pas, que ce soit EDF ou un opérateur privé. Donc en fait, on est souvent à la limite de la publicité mensongère. Et passer à un concurrent d'EDF, ça fait gagner des pouillèmes avant la crise. Et par contre, après la crise, là, c'est la bérésina. Une autre chose qui me semblait intéressante, c'est que bon, là, on voit en fait comment, sous couvert de concurrence, en fait, on passe de monopole public qui assure un service égalitaire à un tarif intéressant, à en gros, bon, au départ, c'est des monopoles, c'est des concurrents, mais petit à petit, on voit qu'il y a des monopoles privés qui se créent, comme GDF Suez par exemple, on voit aujourd'hui. Donc en fait, on passe vraiment de monopole public petit à petit à des monopoles privés. Mais tout ça, c'est sous couvert de concurrence, quoi. Mais en fait, on se retrouve bien avec des monopoles et avec des prix qui augmentent au final. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur le projet Hercule? Enfin, déjà sur peut-être l'ARENE qui a été mis en place dans le nucléaire, et après le projet Hercule qui visait à démanteler EDF. Comment, en gros, s'y prend-on au niveau des gouvernements bourgeois et de l'Union européenne pour démanteler le service public? T'en as un petit peu parlé, mais si tu peux un petit peu détailler cet aspect-là. Parce que c'est un peu toujours la même chose. C'est très très intéressant parce que effectivement on a un service public qui fonctionne bien et en fait la concurrence libre et non faussée ne marche pas. C'est-à-dire que voilà, face à une entreprise qui est intégrée, qui a des savoir-faire, qui a optimisé son système, un concurrent privé qui arrive sur le marché, il n'est pas compétitif. Donc on va casser l'entreprise publique. Et avant l'ARENE, il y a quand même eu l'équivalent dans le secteur du gaz. Alors la mécanique est différente, mais la logique est la même. Où comme GDF avait des contrats de long terme avec les compagnies productrices, et donc des contrats avantageux, ça bloquait l'entrée de concurrents sur le marché, eh bien, on a obligé GDF à vendre ses contrats de long terme, une partie de ses contrats de long terme, à des concurrents. Donc déjà, on a exproprié le GDF pour le compte du privé. C'est quand même exceptionnel. Et on a fait rebelote avec l'ARENE, où on a obligé EDF à vendre une partie de son électricité produite à partir du nucléaire, à prix coûtant, et certains disent même à perte, et je pense effectivement que ça dépend, parce que c'est compliqué de calculer le vrai coût, il y a des approches comptables, des approches économiques, bref, c'est très complexe, mais certains disent à perte. EDF vend un quart de sa production nucléaire à ses concurrents privés qui ensuite vont nous la revendre. Voilà. Et on a fait exactement la même chose, parce qu'il n'y a pas que la France, hein. L'Union européenne a fait exactement la même chose en Grèce, où on avait une entreprise publique, un équivalent d'EDF en Grèce, qui avait un monopole. Alors là-bas, c'est pas le nucléaire, c'est le charbon. Eh bien, on a obligé
cette entreprise à vendre son électricité produite à partir du charbon aux enchères à ses concurrents. Et elle a vendu à perte. Et cette négociation faisait partie des négociations avec la Troïka pendant les plans d'austérité. Et voilà, l'Union européenne a tordu le bras à Syriza sur ces questions et a obligé Syriza, alors bon, après qui s'est couché comme on sait, hein, c'est pas pour les dédouaner, mais ils ont été obligés par l'Union européenne à faire finalement la même chose que EDF a dû faire, dans des conditions encore pires, parce que là, c'est vraiment de la vente à perte. Et en plus, les fournisseurs privés, les opérateurs privés sont entendus pour faire baisser les prix. Et puis ça n'a pas suffi, donc on a quand même privatisé. Enfin bref, on leur a volé leur service public véritablement. Et voilà, c'est cette logique-là qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que par dogmatisme pro-concurrence et par haine, parce que je pense qu'il y a une véritable haine du service public, l'Union européenne prend ce type de mesures et est capable de faire des trucs qui n'ont aucun sens d'un point de vue économique, à part forcer la concurrence. Même du point de vue libéral, en fait, ça n'a pas de même sens. du point de vue libéral, ça n'a aucun sens. On ne demanderait pas à Renault de produire des voitures et d'en filer une partie à Mitsubishi pour que Mitsubishi les vende à la place de Renault. Quelqu'un vous dirait ça, vous direz, on l'internerait. Et bien, quand on propose ça dans l'électricité, c'est voté par les parlementaires français. Donc c'est quand même des choses assez incroyables et ça montre le dogmatisme absolu des dirigeants européens et voilà, le suivisme des dirigeants français. Alors, évidemment, qui étaient un peu embêtés parfois par cette logique de libéralisation, mais qui finalement ont tout accepté. Et on voit aussi que, bon, tu parles de dogmatisme, mais en fait, quand on voit que la religion libérale ne les arrange pas, ils n'ont aucun problème pour ne pas la respecter. Hein. Oui. Et comme tu expliques, on a introduit la concurrence, sauf qu'en fait EDF était beaucoup plus compétitif que les nouveaux concurrents qu'elle avait. Donc en fait, ils ont pris des mesures supplémentaires pour privatiser. Et tu l'expliques aussi, en fait, ils n'ont pas voulu privatiser directement parce que c'était pas acceptable pour les parlementaires, par exemple. Mais du coup, ils ont pas fait une vraie privatisation et comme tu l'expliquais, justement, ils ont imposé à EDF de vendre une partie du nucléaire. On ne pouvait pas privatiser le nucléaire, c'était pas possible parce que, évidemment, l'État ne pouvait pas accepter, et puis de toute façon, le privé en voulait pas. C'est pas assez rentable. La dette était trop importante, il fallait réinvestir, c'était pas possible. Donc, on a quand même trouvé un système ahurissant où, au lieu de privatiser l'outil de production, on privatise ce qui sort des usines. C'est quand même ahurissant. C'est une autre forme de privatisation qui est inventée, quoi. Mais aller inventer ça, c'est quand même exceptionnel. Et voilà, c'est vraiment du dogmatisme pur. Et ça, du coup, ça se fait aussi par ce qu'on a appelé le projet Hercule ou qui s'appelle. Alors oui, pardon, le projet Hercule, en fait, l'idée c'est d'aller encore un peu plus loin et de séparer encore les activités d'EDF en isolant complètement le nucléaire et en mettant de côté les activités rentables qui intéressent le privé et qui pourraient, elles, être ouvertes en capital. C'est-à-dire que voilà, des privés pourraient prendre des parts dans une entreprise qui s'appellerait EDF Vert, dans laquelle on aurait différents types d'actifs, mais des actifs rentables. Donc ça, c'est ce qui est la fourniture. Alors, il y a la commercialisation, il pourrait y avoir les réseaux de distribution, il pourrait y avoir l'hydroélectricité, ou alors qui pourrait être dans une structure à part. Et le renouvelable aussi. Le renouvelable, mais bon, EDF n'a pas beaucoup de renouvelables, mais il pourrait y avoir les énergies renouvelables. Donc bref, tout ce qui est rentable serait mis dans une filiale ou dans des filiales qui seraient ouvertes, dont le capital serait ouvert, et par contre, ce qui n'intéresse pas le privé resterait public. Donc les centrales, leur entretien, etc., qui resteraient publics. Les centrales nucléaires, après, voilà,
les centrales, sans doute aussi des centrales qui sont pas très rentables, les centrales qui sont utilisées pas très longtemps dans Centrale l'année, thermique. certaines centrales thermiques, bon, Mhm. à voir, ça se discute, mais en tout cas, on aurait une étape supplémentaire dans le découpage d'EDF, Mhm. qui est finalement la suite logique de ce qui s'est déjà fait, hein. On a créé RTE et Enedis pour séparer le réseau, on a créé l'AREN pour privatiser une partie de la production. C'est la suite logique. Et il y a eu les élections en 2022 en France qui font que Hercule, c'est pas fait. On attend les élections européennes de 2024 parce qu'on va pas faire un projet comme ça avec une commission qui va changer. Mais dès que c'est passé, Hercule revient. Oui. Sous une forme ou sous une autre. Oui, c'est ce que tu expliques, c'est que ça, de toute façon, on sait que ça va Oui, revenir. ouais. C'est un projet de longue date de démanteler ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait aussi à la SNCF ou dans Oui. d'autres entreprises publiques comme France Télécom à l'époque, hein. C'est toujours la même chose. On Mm. scinde ce qui est rentable, on le donne au privé et puis Mm. on socialise les pertes, hein. C'est ça. Et ben, du coup, suite à ce constat, tu fais quelques propositions à la fin. Donc, est-ce que tu peux un peu nous en parler dans ce contexte un petit peu morose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, alors, bon, c'est assez facile de dire ce qu'on pourrait faire, hein. Après, c'est beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre. Mais en tout cas, bon, moi, je plaide pour remettre le service public de l'énergie en place et que l'énergie soit 100% publique. C'est-à-dire qu'on mette fin à cette concurrence à la production et cette concurrence à la commercialisation et qu'on recrée un monopole. Ce qui n'est pas anodin quand même, hein, parce que entre-temps, depuis qu'on a libéralisé, on a des outils de production privés qui se sont développés. On a des entreprises, enfin des centrales qui ont été rachetées par des opérateurs privés. On a Total qui a construit une centrale gaz en Bretagne. On a des grands parcs d'installations renouvelables privés qui se sont créés un peu partout. Mais voilà, ça, il faut le nationaliser. Donc, bon, dans l'électricité, on a la chance d'avoir encore un EDF qui n'a pas été complètement démantelé. Dans le gaz, c'est encore plus compliqué parce que l'État ne détient plus que 23% du capital d'Engie. Donc, il faut nationaliser le reste. Mais j'ai quand même fait un petit calcul avec les aides qu'on a accordées depuis le début de la crise, donc à fond perdu, hein, complètement. On aurait pu nationaliser Engie 4 fois, je crois. Donc voilà, là aussi c'est un choix politique, hein. On pouvait très bien, au moment de cette crise, dire bon, on arrête les conneries, on nationalise, on recrée un monopole public. Bon, et puis moi je serais même si c'est plus compliqué, ça prendrait plus de temps, le bras de fer serait sans doute assez compliqué, mais ce serait valable aussi pour l'industrie pétrolière. Il n'y a pas de raison que Total se gave avec des prix comme il les pratique actuellement et collabore avec des régimes corrompus pour exploiter les ressources de ces pays à bas coût. Bon, tout ce qu'on connaît de Total, il n'y a aucune raison pour que ça continue, donc en théorie, il faudrait nationaliser complètement le secteur énergétique. Et ça pose évidemment la question des relations à l'Union européenne. Question que personne ne veut poser, qui embête tout le monde, parce que en l'état, les directives européennes sur l'électricité et sur le gaz, qui imposent l'ouverture à la concurrence, eh bien ces directives s'imposent en droit. C'est-à-dire qu'en l'état du droit français, voilà, l'État est obligé de mettre en œuvre ces directives. Alors il y a toujours des marges de manœuvre plus ou moins importantes, mais en tout cas, on ne pourrait pas revenir juridiquement à un monopole complet de service public. La France est obligée de Ouais. respecter ce... À droit constant, oui.
Et c'est pas l'Union européenne qui engagerait des procédures et qui risquerait de condamner la France. Alors, si elle le ferait quand même, mais il n'y a même pas besoin de ça. C'est-à-dire que les juges français diraient que c'est incompatible avec le droit européen. Et donc, des lois qui restaureraient un service public de l'énergie en nationalisant tout ne pourraient pas être appliquées. Donc ça veut dire qu'auparavant, il faut un changement juridique qui permette de rendre ça légal. Et par exemple, on pourrait inscrire dans la Constitution le fait que les services publics ne font pas partie du champ ouvert à la concurrence et doivent être exercés sous forme de monopole public. À ce moment-là, la Constitution française primerait sur les textes européens. Et on pourrait sortir le service public du droit européen de la concurrence. On peut imaginer aussi aller plus loin, et moi c'est pas quelque chose qui me choquerait, mais de dire, plus globalement, on restaure la primauté du droit national sur le droit communautaire, sur tel et tel sujet, ou sous certaines formes. Par exemple, quand on soumet un projet de loi à référendum, eh bien, s'il est accepté, ça prime sur toute décision européenne, jusqu'à preuve du contraire. Et puis, bah, évidemment, on peut même aller jusqu'à la sortie de l'Union européenne, là, qui règle ce problème. Mais en tout cas, on a besoin d'un acte juridique qui permette ce changement, ce retour finalement au service public. Et ça, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait compris, ou je ne suis pas sûr que ceux qui l'ont compris aient le courage de le défendre. Oui. En tout cas, dans ton livre, tu montres bien tous ces mécanismes qui ont amené le dépeçage du service public français, et en grande partie par l'Union européenne. Et du coup, pourquoi il est nécessaire de revenir à une souveraineté populaire et à la démocratie en France sur ces sujets-là, et notamment dans le secteur de l'énergie, qui est un secteur essentiel Bien sûr. pour tout le monde, quoi. Et aujourd'hui, la majorité de la population en France pâtit vraiment de cette hausse catastrophique des prix. Oui, et puis également pour des questions environnementales. C'est-à-dire que si on attend de groupes comme Total Energy, qui sont ceux qui sont en train de bouffer le service public, c'est eux, c'est Engie, c'est Total Energy, c'est leurs équivalents dans d'autres pays européens, si on attend d'eux qu'ils fassent passer leur intérêt, l'intérêt de leurs actionnaires, après les questions environnementales, on sait qu'on peut attendre longtemps. Donc la seule façon de faire des politiques environnementales dignes de ce nom, c'est que la puissance publique reprenne les choses en main. Et on est en train de faire exactement l'inverse. On est en train de confier non seulement la formation des prix de l'énergie, la politique de tarification, les choix d'investissement entre les mains de groupes qui se gavent sur les prix de l'énergie. Donc le seul objectif, c'est de faire du profit. C'est du délire absolu. Et voilà, les gouvernements qui nous rebattent les oreilles avec le changement climatique, le fait qu'il faut décider démocratiquement, qu'il faut que toute la communauté nationale et internationale se batte contre le défi environnemental, ce sont les mêmes qui sont en train de refiler les choix énergétiques à des groupes privés comme Total. C'est ça la réalité. Donc on est dans une hypocrisie absolument scandaleuse. On est d'accord. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Aurélien Bernier. Merci à vous. On conseille à tout le monde d'acheter le livre L'énergie hors de prix, les dessous de la crise. Donc vous verrez, c'est très bien documenté, ça permet de bien comprendre tous ces mécanismes qui ont abouti à cette libéralisation et à cette hausse scandaleuse des prix. Donc n'hésitez pas à vous procurer et à le lire. À bientôt. Merci.